Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le politologue Roland Quérol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur de recherche associé au CEVIPOF et professeur à Sciences Po. Vous publiez Le Président sur la corde raide, les enjeux du macronisme. C'est chez Kalman Levy. Si le président est en difficulté, si je vous ai bien compris, c'est parce qu'il s'est éloigné de ses promesses de campagne. Mais j'ai envie de vous dire, on nous rabâche à longueur de temps qu'il déroule son programme. Oui, il y avait des choses diverses dans son programme de campagne. Il y avait des mesures. Et ces mesures, pour la plupart, il a un calendrier, il les prend. Il a commencé à les prendre, même avec une certaine vigueur dans les 18 premiers mois. Mais il y avait aussi une espèce de climat, une démarche. Vous vous rappelez peut-être quand il nous disait « c'est notre projet ». C'est notre projet, ça se déclinait en nécessité de faire de la place aux citoyens. Ça se déclinait par une ode, aujourd'hui incroyable chez lui, mais il l'a fait pendant toute une campagne aux corps intermédiaires, aux entreprises, ça paraît loin. Aux syndicats, et donc, si je vous aux comprends bien, associations. c'est l'antagonisme entre l'aspect collaboratif de sa campagne et sa conception du pouvoir jupitérienne. Absolument. En négligeant finalement tous les corps intermédiaires et les citoyens, c'est ça. sans les associer. Jupiter a fini par faire oublier le peuple. Et je donne à un de mes chapitres le nom d'un bouquin jadis célèbre de Michel Crozier, le sociologue, qui était « On ne change pas la France par décret ». Livre d'ailleurs qui, 40 ans après, disponible sur le net, est toujours assez étonnant d'actualité. Eh bien, on ne change pas la France par décret. Par décret, on peut faire des textes. Et contre les Français aussi. Exactement. Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire qu'on ne change une société qu'en la mettant dans le coup, en travaillant avec elle, et pas au-dessus d'elle ou contre elle. Sur les erreurs, c'est intéressant. Ces pires erreurs, c'est quoi? On se dit que c'est une question de fond, c'est-à-dire qu'il y a ce séquençage fiscal, on en a souvent parlé ici. Je ne prends pas parti, mais qui désastreux dans l'image que ça a pu donner aux Français. Absolument. Où d'un côté, on baisse les impôts pour les plus aisés tout de suite, mais pour le reste des Français, donc tout de suite c'était ISF, flat tax, et pour les autres Français, c'est la taxe d'habitation, les cotisations sociales. On étale, on prend son temps dans la durée parce que, attention au déficit, il y a le budget. Et c'est ça le péché originel de son... Ou est-ce que ces erreurs, on revient au style... avec cette sortie encore il y a quelques jours, là, ce week-end, sur cette militante où il a dit « je lui souhaite bon établissement, mais en même temps un peu de sagesse aussi ». Le style, on en parle beaucoup, ça amuse les médias, et aussi les spectateurs des médias, parce qu'on ne va pas toujours parler de choses extrêmement sérieuses à la cantine, et donc on raconte les petites histoires sur Macron. Oui, mais trouver un boulot en traversant la rue, voilà. ça n'a pas d'impact sur l'opinion, ça ? Pas beaucoup. Sur les réels changements politique ou les intentions de vote, ça n'a guère d'impact. Même chose, est-ce que vous pensez que Sarkozy est tombé sur Casse-toi pauvre con? Non, mais ça entretient une petite musique en disant il est comme ça, mais ça ne fait pas changer les choses. Même chose pour Hollande, c'est pas les petites blagounettes de Hollande qui l'ont fait débouler. Là non plus, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que les gens voient en termes de résultats. Ah bon, donc c'est l'absence de résultats. C'est l'absence de résultats palpables. C'est-à-dire que, je dis quelque part, faites attention à ce mot, il manque une idéologie macronienne. Ça ne veut pas dire que, comme jadis, les idéologies des partis politiques qui promettaient la lune, changer la vie, etc. Non, ça les gens n'en veulent plus. Mais qu'on sache un peu à quoi ressemblerait cette société qui veut construire avec nous, théoriquement, dans les 5-10 ans. C'est le fait de mettre en perspective des réformes qui sont réelles, qui sont là, les pris séparément, dont on ne voit pas très bien où elles nous emmènent. Moi, français, je me dis, tiens, cette réforme de la SNCF, ça a l'air bien. Cette réforme qui veut faire de la fonction publique, ça a l'air bien. Mais au total, ça ressemble à quoi, cette France? Où est-ce qu'on va? Il nous a dit, Macron, pendant toute la campagne, qu'il voulait transformer la France. Ah, ça, c'est un objectif rude, mais dans quel sens et en quoi moi, citoyen, je suis concerné par ça. Et donc sa pire erreur, c'est quoi? C'est de ne pas avoir réussi à montrer ce cap, c'est ça l'erreur? L'erreur, c'est la gestion de la société. C'est qu'on ne fait qu'avec la société. Or, le mépris qu'il a manifesté pour les corps intermédiaires, ils y sont tous passés, des journalistes aux syndicats, en passant par les associations, et l'oubli qu'il a eu des citoyens. Tout ça ne colle pas avec le macronisme originel, et moi, je pense que c'est
là-dessus qu'il peut repartir. Donc c'est ça qui doit corriger. Donc ça veut dire, c'est ce qu'on a entendu, associer plus les Français aux décisions, ça veut dire Absolument. Le référendum. Vous n'y croyez pas d'ailleurs? Tiens, je vous ai lu là, je sais pas, vous avez dit récemment, je ne crois pas qu'il fera un référendum. Un référendum sur la sortie de crise, je ne crois pas. Parce que la meilleure façon de perdre une élection de nos jours en Europe, c'est de faire un référendum. Mais s'il y a un QCM avec, on peut répondre oui, non, oui, non. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut faire plusieurs questions différentes qui valent chacun un référendum, et vous êtes sûr d'en perdre au moins la moitié. Donc, je pense que vraiment n'est pas né le président en France, ni peut-être ailleurs en Europe, qui ferait dans les années qui viennent un référendum. Les opinions sont trop grognonnes. Donc ce qu'il a corrigé, ce n'est pas le coup de barre à gauche, pardon, mais quand on voit les contributions, les demandes des Français, dans les sondages, ce qui est remonté, c'est plus de services publics, c'est moins d'impôts, plus de justice fiscale, c'est un coup de barre à gauche. Et il ne donne pas le sentiment d'être prêt à faire un coup de barre à gauche, quoi, parce que ça serait renier son projet politique. C'est pas forcément un coup de barre à gauche, parce que les Français en même temps ont été séduits par cette idée et gauche et droite, et la fin de la guéguerre entre la gauche et la droite. Ce qu'ils veulent, et on a vu la jambe droite plus que la jambe gauche. Ouais, mais en même temps, les gens, ils ont besoin de choses qui leur paraîtraient réalistes au pouvoir. Donc si on leur explique que toutes ces mesures qui coûtent et sans réduire les dépenses, c'est pas possible, ils sont prêts à l'entendre. Les Français sont plus raisonnables, plus rationnels qu'on ne croit. Il faut donc faire à la fois une pédagogie. Si Macron ne prend pas certaines des grandes propositions du grand débat, il a le droit de le faire et il doit dire pourquoi il ne les prend pas. Et en revanche, il peut en prendre d'autres. Il y a une logique quand même pour lui à accepter des choses, à manger un peu son chapeau sur certaines choses, peut-être sur 2 ou 3 réformes fiscales, mais à condition que ça continue à coïncider avec un projet sur quoi il pourrait manger son chapeau? Parce qu'il a ouvert une brèche, il a ouvert une porte sur l'ISF en disant pas touche pour l'instant, ça on a compris, mais on évalue et ensuite on voit si on corrige. Ouais, c'est une fausse brèche parce que c'est contenu dans la loi. La loi qui supprime l'ISF dit, les parlementaires l'ont voté et l'ont voulu, que 2 ans après la mise en place de la loi, on fera une évaluation pour voir si ça a donné les résultats escomptés, c'est-à-dire si c'est allé vers l'investissement dans les PME. Ouais. Donc, ce n'est pas une brèche qui vient d'ouvrir. Il le sait depuis le début. Ouais, mais il communique dessus. Eh bien, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Il y a quand même le fond de l'histoire quand même de cette révolte fiscale du début des Gilets jaunes. C'est quand même l'idée qu'il y a une stagnation du pouvoir d'achat sur 10 ans, 20 ans, quand on regarde 10 ans, sur 10 ans, au niveau des familles. Ouais. Et c'est ça le fond du problème. Et là, on se dit, il y a quand même eu déjà 10 milliards d'euros d'annonces qui ont été faites. On sent qu'il y a une volonté des Français d'en avoir plus. Oui. Et là, on se dit, on a les moyens. Comment il s'en sort? Je crois qu'il ne s'en sortira pas sans une vraie baisse de la dépense publique. Hein. Je pense qu'on peut le retourner de toutes les façons. Jusqu'à maintenant, il affirme s'y être attaqué, mais c'est de la fausse baisse de la dépense publique. On contient la hausse. On contient. C'est ça. Ça augmente. C'est comme si chaque année, au lieu de prendre 2 kilos, on prend qu'1,5 kg, on se dit j'ai maigri. Hein. C'est ça, mais c'est exactement ça. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Le problème, c'est qu'il faut y aller, et je pense qu'il est prêt à y aller. Mais en même temps, il lui faut en effet lâcher sur des choses symboliques, qui montrent que ça va dans le sens que vous dites. Et qui montrent qu'il a entendu le message des Français. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Il y a des choses qui sont pas chères, par exemple. Dans les propositions qui sont beaucoup revenues du grand débat, il y a la taxation à taux zéro de TVA des produits de première nécessité. On est en milliards quand même là. Hein. Oui, mais en petits milliards. Hein. En petits milliards. Ouais. En tout, c'est 11 milliards. Déjà, ça a un taux réduit, hein, les produits de première nécessité. Donc, il y a parfois des incohérences aussi entre le... Ça, c'est vrai. Non, il y a des choses sur lesquelles il peut faire un effort. Le problème, c'est vrai, c'est que lui, il a le sentiment qu'il a déjà donné 10 milliards et qu'il ne peut pas en sortir encore beaucoup des caisses de l'État. Et ça, il va falloir qu'il fasse un effort en allant chercher l'argent là où il est. C'est-à-dire... Mais l'effet déceptif, il est garanti, là, pour le coup. Oui. Vous écoutez, en gros, les caisses sont vides. On nous sort à chaque fois qu'on n'a pas envie de faire une mesure. Non, il y aura des mesures. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mesures fortes? On se dira, il a entendu, il a écouté, il a entendu les Français. Les plus fortes seront celles que ni vous ni moi ne prévoyez, parce que c'est la surprise qui crée la satisfaction éventuelle. Mais je vais vous dire, quelle qu'elle soit, il y aura un effet déceptif. Si vous me dites, est-ce qu'il y aura la moitié des Français qui vont pouvoir être convaincus? Vous savez bien que non. Il n'y a pas une seule proposition. Donc c'est fichu. Alors. Non. Parce que moi, je crois que s'il fait un score honorable, si on dit, mettons un tiers des Français
dans les sondages d'après 15 avril. Aujourd'hui, on est quoi? On est à 25. Il est revenu à peu près à son niveau d'avant. 24, 25, 28. Ça dépend de la façon dont la question est posée. Mais il y aura des questions sur ce que les gens pensent du plan Macron après le 15 avril. Il y aura un plan Macron pour vous après le 15 avril? Il y aura un plan, absolument, composé d'un certain nombre de mesures dont certaines seront à effet immédiat et d'autres seront étagées parce qu'il faudra faire voter des lois jusqu'à l'été. Et sur les effets immédiats, il y aura un plan. Qu'est-ce qu'il y aurait quoi sur l'effet immédiat? Une surprise, vous me dites, mais on peut quand même imaginer, je sais pas, réindexation d'une partie des pensions, un peu TVA à taux zéro sur certains produits de première nécessité. Des choses comme ça, on ne va pas inventer la Lune, des choses comme ça. Et c'est assez fort ça sera assez fort? Dit comme ça, non, il faut encore trouver, il faut encore affiner. Mais là, s'il y a, mettons, 33% des Français qui disent « Ah, ça va dans le bon sens », pourquoi 33%? Pourquoi 33%? Parce qu'il a fait 24, c'est ça son électorat de base. Au premier tour de la présidentielle, c'est ça son électorat de base. Il faut qu'il en sorte, qu'il fasse nettement mieux pour affronter les européennes. Et s'il a un 33% dans les sondages là, et qu'il est en tête assez nettement à l'élection européenne du 26 mai, je pense qu'il aura été relégitimé pour aller jusqu'à la fin de son mandat. Relégitimé pour aller jusqu'à la fin d'un mandat où il sera contraint de continuer à réformer. Parce que ceux qui disent, de toute façon, son quinquennat va se calmer parce qu'il n'a pas une légitimité suffisante. Ça dépend pour faire quelle réforme? Pour baisser la dépense publique, à mon avis, il y aura des gens dans la rue. Il y aura des gens dans la rue, oui. Probablement sur les retraites aussi. Mais il faut de temps en temps... Mais dans ce cas, on revient au point de départ. On n'en ressort pas. Non. Chaque fois, ça progresse. Si vous prenez les différentes réformes qui ont été faites sur les retraites, il y a eu beaucoup de gens dans la rue et ça a fait progresser le schmilblick. Sauf qu'à chaque fois, on nous a dit que c'était la dernière des réformes des retraites. À chaque fois, il en fallait une de plus. Ça, c'est le problème de la communication politique qui est souvent lamentable. Donc, quelque part, la sortie du grand débat pour le président, elle est peut-être plus périlleuse que ce qu'il imagine ou pas? Est-ce qu'il ne sous-estime pas? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il sait. Il sait? Oui, je crois qu'il sait. Il y a tellement de gens qui le lui disent que s'il ne le savait pas au début, là, il le sait. Oui, je crois qu'il le sait parfaitement. Bon. Quand on voit, malgré tout, quand on voit ce que propose le gouvernement, qu'est-ce qu'il y a dans le débat aujourd'hui, les propositions qui sont avancées par le gouvernement? On a eu ce pataquès là sur l'âge de départ à la retraite, qui quand même a de quoi inquiéter un peu les Français. Qu'est-ce qu'il me dit le gouvernement? Que sur les indemnités chômage des cadres, on va les baisser. On mettra plus de contractuels dans la fonction publique. Il ne met pas un peu de l'huile sur le feu, quand même, le gouvernement, parce que... c'est pas ce que les Français ont envie d'entendre, ça, aujourd'hui. C'est pas orthogonal avec ce qu'on entend dans les grands débats, en termes de, justement, plus de services publics, moins d'impôts. Non, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas? Ça n'empêche pas. Vous savez, encore une fois, je ne crois pas que les Français soient devenus totalement déraisonnables. Le programme économique de Mélenchon, plus celui de Marine Le Pen, les gens savent que ça n'est pas applicable. Donc, non. Mais... les choses que vous avez citées, ça correspond en même temps à un bon sens qu'ont beaucoup de gens. Ils savent bien que sur le plan des avantages sociaux, comme on dit, demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui. Ils le savent. Ils savent que la situation est plus compliquée. Ils savent qu'il y a des difficultés des finances publiques. Ils savent que la croissance n'est plus ce qu'elle a été. Et ils savent aussi que la démographie est ce qu'elle est. Donc ça, c'est des variables très connues des Français. Et donc quand on leur dit il faut trouver un nouveau système qui en effet... soit, comme dit l'autre, mieux d'État et pas plus d'État. Ça veut dire dépenser moins et se débrouiller, qu'il en arrive plus dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc. Les Français sont sensibles à ce raisonnement. Donc je crois que c'est une politique réformatrice, communicante et mettant dans le coup les gens, est possible. Mais s'il met dans le coup les gens, que les gens disent non, on ne veut pas réduire les indemnités chômage, non, on ne veut pas repousser l'âge de départ à la retraite, vous voyez bien qu'il y a une friction quand même. Non, ce qui me paraît le problème principal, parce que vous parlez des indemnités chômage des cadres. Les cadres, bien sûr, les cadres. Dont les autres se fichent entièrement. Oui, les cadres qui cotisent plus, soit en passant, c'est pas gratuit. Bien sûr, c'est pas gratuit, bien sûr, vous avez raison. Non, moi, ce qui me fait plutôt peur dans la société française aujourd'hui, dont je trouve le côté raisonnable et plus réaliste économiquement qu'elle n'a jamais été, ce qui me fait un petit peu peur, c'est la montée de la jalousie sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le sentiment de l'inéquité ou de l'injustice fiscale. La jalousie c'est-à-dire sociale ou fiscale? Sociale. Qui se traduit notamment par une jalousie fiscale. C'est-à-dire que... Ça qui vous inquiète, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est normal que les différentes catégories soient poussées par le désir d'en avoir chacune plus. C'est assez logique. Ouais, c'est humain. Mais qu'on réclame d'abord que les autres en aient moins, ça, je pense que c'est un climat dans la société qui est un climat dangereux pour la gestion d'un pays. Mais on y est, pardon, mais on y est là aujourd'hui. C'est ce que je vous dis.
D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser là-dessus. Hier, j'avais Jean-Marc Borrello, vous connaissez, président du groupe SOS, qui me disait non, mais il y aura des mesures sociales fortes, mais on ne va pas chercher sans taper sur les riches et ceux qui ont réussi. Ouais. Et en même temps, j'ai Elie Cohen, vous connaissez aussi, qui était la semaine dernière, qui me disait mais il ne pourra pas s'exonérer, le président, il devra proposer une mesure qui frappera les plus riches. Vous en pensez quoi, ça? Il peut s'exonérer symboliquement, parce que la politique, c'est de la symbolique aussi. C'est de la symbolique, oui. D'une mesure qui, peut-être une tranche marginale d'imposition sur le revenu, en plus, pour les... Moi, je pense qu'une mesure de ce genre-là, ça aurait été en effet bienvenue dans le climat d'opinion. Je pense qu'il ne le fera pas, non. Je pense qu'il ne le fera pas parce qu'il a sa vieille idée saint-simonienne, premier de cordée, on donne d'abord et puis on distribue après. Et donc il faut d'abord donner à ceux qui sont potentiellement des investisseurs, c'est-à-dire aux plus riches. Et donc ça, c'est tellement ancré dans la pensée macronienne que je ne pense pas qu'il donnera ça. Mais il faut qu'il trouve en effet des choses à donner, non pas pour faire plaisir à la jalousie sociale, mais pour montrer que l'équité est quelque chose d'important pour lui. Et c'est comme ça qu'il pourra en finir là-dessus, sortir par le haut de ce grand débat, ça n'a pas l'air facile quand même, et réconcilier pour partie les Français. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que c'est encore possible, malgré encore une fois cette jalousie sociale, malgré une gestion de crise qui a été un peu chaotique, malgré la violence. Et malgré tout ça, c'est un indécrottable optimiste. Hein. Oui, non, mais là je suis plus optimiste parce que je pense qu'en effet, quand une société s'est montrée à elle-même ce spectacle pendant quelques mois, elle peut aussi avoir envie d'en sortir et que la fin du film lui raconte autre chose. Ouais, avec des Français quand même, et vous le rappelez aussi, qui attendent beaucoup de l'État. Ça, c'est c'est récurrent. Comme un vieux pays centralisé, jacobin, napoléonien, de monarchie absolue, oui. Dans les moments où on disait le plus « à bas Macron », des guillotines pour Macron sur les ronds-points, quand on interviewait les Gilets jaunes dans Paris, on leur disait « qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» Ils disaient « voir Macron ». Il y a ce côté, en même temps, on dépend du pouvoir, c'est lui qui guérit les On veut le guillotiner, en même temps on veut le voir pour lui parler. Eh oui. Cette schizophrénie française, c'est ça. Totale schizophrénie. Ouais. Et on finit là-dessus parce que c'est intéressant, on entend souvent que la France n'est pas réformable, etc. Alors vous, pour le coup, selon vous, c'est pas conforme à la réalité. Non. Et j'ai envie de vous dire, mais pourtant, nos performances économiques, laissent à désirer. Une dette qui est quasiment à 100%, même si aujourd'hui, j'ai suivi le déficit public, le déficit est à 2,5 et pas 2,7, 2,8. Enfin, une croissance qui est un peu mieux cette année que les copains, que les voisins, mais quand même, c'est pas exceptionnel. Un chômage qui est haut. Donc la France s'est réformée, selon vous, plus qu'on ne le dit, qu'on ne le croit. Je crois que la France est le plus changeant des pays d'Europe. Je pense que, contrairement à l'idée, il faut chaque fois un grand chaos pour que les gens acceptent une révolution, puis après, ils défendent les acquis. Non, depuis 50 ans, 1968, il n'y a pas eu le moindre grand chaos dans la vie politique française, il n'y a pas eu de révolution. Et ça n'est plus la même société. Et ce sur quoi elle a changé... Ça reste éruptif, vous avez vu quand même. Ça reste éruptif, mais la société a incroyablement changé. Les femmes se sont mises à travailler à l'égal des hommes. Pas l'égal, à l'égal. À l'égal, autant que les hommes. Et elles se sont mises à faire des enfants. Cette double évolution, c'est une démographie nulle part ailleurs, on le voit. Travail égal, autant que les hommes, et faire des enfants. Ça ne s'est vu nulle part. Ce que sont devenus nos agriculteurs sont des entrepreneurs modernes, l'œil fixé sur leur informatique et sur les marchés européens. Formidable. Ce qu'ont fait les entreprises, notamment dans les services, en termes d'organisation du travail, depuis les lois qui leur sont tombées dessus de réduction de la durée du travail, c'est un effort de productivité qui correspond à un gain de 15% de productivité en 20 ans. C'est des choses tout à fait incroyables qui montrent que ce pays change beaucoup plus que ses responsables. Et que les politiques, au lieu de se plaindre tout le temps du peuple en disant qu'il ne veut pas bouger, pourrait peut-être en prendre au contraire un petit peu la substantifique moelle. Bon voilà, à lire Le Président sur la corde raide, signé Roland Quérol, Les enjeux du macronisme. C'est chez Kalman Levy, à lire absolument. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.